ntango ekoki oyoyo. Professeur Chilumbaï, bonjour. Bonjour, madame. On vous retrouve ici à Genève, en Suisse, où vous participez, vous êtes venu dans la délégation congolaise pour participer à l'examen périodique universel. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'opinion de quoi s'agit-il quand on dit examen périodique universel du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme? Merci. Depuis la fin de la guerre mondiale, les relations entre États se sont essentiellement exprimées en termes du concept droits de l'homme et que le Congo, comme l'un de ces pays qui se sont formellement engagés depuis notre accès à l'indépendance, nous avons adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au deux pactes des Nations Unies sur les droits politiques et civiques et sur les droits économiques et sociaux. Et par la suite, nous avons ratifié toute une ribambelle de conventions internationales contraignantes, y compris celle de 1984 sur l'interdiction de torture et de toute forme de traitement inhumain et dégradant. Alors, dans ce cadre, et comme membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme, nous nous sommes aussi placés devant cette obligation de nous faire évaluer périodiquement par d'autres États pour voir comment évolue la cause des droits de l'homme dans le pays. C'est en fait ça l'exercice auquel d'ailleurs tous les pays du monde se soumettent. Vous avez constaté que juste après nous, c'était la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays qui se présentent parce que les droits de l'homme connaissent des souffrances qui ne sont pas les mêmes partout, bien sûr, dans les mêmes proportions, mais qui sont quand même une réalité dans tous les pays du monde, y compris ici où nous nous trouvons. Alors, la dernière participation de la RDC date d'il y a 4 ans et demi, en 2019. Elle a participé, elle a fait son évaluation sur sa situation de droits de l'homme depuis l'avènement de Félix Tshisekedi et depuis la dernière participation. Qu'est-ce qui a évolué dans le pays? Qu'est-ce que vous avez dit à l'assistance au Conseil des droits de l'homme? Non, beaucoup de choses ont évolué. Si vous observez notre constitution, le titre relatif aux droits de l'homme prend la plus grande portion, ce qui témoigne de notre volonté collective de pouvoir faire marcher la cause des droits de la personne, de la dignité humaine. Et c'est dans ce cadre que lorsque vous regardez dans la Constitution, ces droits sont bien évidemment répartis en toutes les générations. Vous allez trouver que nous avons cristallisé et consacré les droits de la première génération comme droits positifs chez nous, au pays, en commençant par les droits politiques, l'exercice de liberté politique, le droit d'être électeur et éligible. Nous avons consacré dans notre constitution les droits économiques et sociaux, notamment les droits d'avoir une propriété privée, les droits de détenir, le droit de faire ceci. Il y a des droits culturels, comme vous allez voir. On a parlé de l'éducation, de la formation, droit à l'information et tout ce que vous connaissez. Nous avons jusqu'aux droits globaux, les droits à l'environnement ou encore les droits collectifs qui sont des droits à la démocratie, à l'état de droit. Tout cela a été clairement consacré par la Constitution et c'est des vertus pour lesquelles nous nous battons. Et depuis l'avènement du président Tshisekedi, bien évidemment, vous avez posé la question, vous verrez que ces droits ont été tenus et on les a fait progresser. Par exemple, j'ai cité lors de cette intervention la question relative au droit à l'éducation, à l'accès à l'éducation. La Constitution l'a consacré depuis 2006 et on n'y a pas pensé parce qu'il a été prévu que l'enseignement de base soit gratuit et obligatoire, ce qui n'a pas été fait. C'est avec l'avènement du président Tshisekedi que c'est devenu une évidence, une réalité, parce que l'enseignement a été effectivement rendu gratuit. Les efforts sont encore en train d'être consentis pour parfaire le processus qui est irréversible. Et à la suite de cela, il fallait l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Nous l'avons rappelé ici. Vous savez que nous sommes un pays qui avait mis entre parenthèses le domaine de l'enseignement pendant 30 ans, depuis 1991.
l'État avait déserté et que la prise en charge de l'enseignement, de l'enseignant, était devenue l'affaire de parents et des enfants, y compris les mineurs. À partir de 2020, le président Tshisekedi a décidé de se conformer aux conventions internationales que nous avons ratifiées, plus précisément dans le cadre de l'UNESCO et d'autres obligations internationales qui nous sont imposées. Et il a décidé de s'exécuter, d'appliquer les termes de l'article 43 de la Constitution. Aujourd'hui, l'enseignement est gratuit. Alors, il s'ensuit que nous sommes en train de travailler sur la qualité. Deux programmes majeurs ont été mis en place d'abord pour les infrastructures. Dans le cadre du programme de 145 territoires, on a sérieusement travaillé. Il y a eu aussi un programme présidentiel avec le Fonds social de la République qui a réalisé pas mal d'infrastructures. Et puis on peut voir que c'est pour la première fois dans le pays qu'on peut constater que l'État revient sur l'ensemble du territoire avec la réalisation des édifices de très bonne qualité pour donner accès à cette qualité de l'enseignement. Et pendant longtemps, comme vous le savez, les enseignants n'étaient plus payés par l'État ou sinon lorsqu'ils ont été payés, vous savez, c'est ça représentait. Et il y en a qui sont très nombreux qui pendant de très longues années ont travaillé comme des esclaves. Ça aussi c'est le droit au travail et à une rémunération équitable lorsqu'on travaille. Donc on a pu multiplier x 10 le nombre d'enseignants du secteur public pris en charge par le Trésor. Donc ce qui n'était pas le cas et de plus en plus dans les milieux ruraux, c'est une donne qui a radicalement changé la chose parce que maintenant l'apprentissage de tout petit est de plus en plus accessible. Ça n'a pas été le cas pour ceux qui vivent à Kinshasa comme vous et moi. On n'en sait peut-être pas grand-chose parce qu'on a Boboto, Boussangani et consorts. Ça n'existe pas dans nos villages. L'école est publique, essentiellement publique dans le milieu rural. Et lorsque l'État déserte, comme ça a été le cas, c'était catastrophique. Maintenant, l'État est de retour, il prend en charge cette réalité-là. Nous avons abordé des questions ici relatives aux droits de l'environnement, par exemple. Vous avez suivi des questions qui ont été posées sur cette question et beaucoup d'efforts sont également fournis, ont été engagés avec, entre autres, l'application stricte de lois que nous avons adoptées dans plusieurs domaines. Et ce projet gigantesque de 1 milliard d'arbres, qui est un projet conduit sous le leadership du chef de l'État et avec le Fonds forestier national qui donne des résultats extraordinaires. Ça, c'est chose faite et que des initiatives ont été prises dans le secteur minier, par exemple, avec la création de l'inspection minière. C'est pour aussi contrôler les abus qui sont constatés dans ce domaine d'exploitation minière qui est l'un des facteurs de pollution dans le pays et c'est en train d'être fait comme vous l'avez constaté. Donc il y a eu de grandes avancées et même ici vous-même vous êtes un professionnel de presse, de communication, vous avez constaté que c'est tous nos partenaires qui reconnaissent que des avancées très significatives ont été réalisées au Congo en matière de droits de l'homme et dans tous les secteurs possibles. Alors, lors du débat général, les participants, les pays ont formulé plusieurs recommandations à la République démocratique du Congo. Parmi les recommandations, la recommandation qui revenait souvent, même si les efforts de la RDC ont été salués dans le sens de la mise en pratique des droits de l'homme dans le pays, mais il y a la levée du moratoire sur l'abolition en République démocratique du Congo. Qu'en est-il et pourquoi? Oui, il y a des recommandations qu'ils ont formulées. Et les unes sont sans objet, par exemple, l'insistance que l'on ratifie la Convention des Nations Unies contre la torture et toute forme de traitement inhumain et dégradant de 1984, parce que non seulement que nous l'avons ratifié depuis 1996 et nous l'appliquons, mais aussi que nous avons adopté une loi d'application au niveau local. Il y a d'autres conventions qui nous ont recommandées, qui ont été absorbées par le fait que nous avons ratifié le traité de Rome de la Cour pénale internationale et qu'il n'était plus opportun de ratifier les conventions moins contraignantes et inférieures par rapport au traité de Rome qui demandait la même chose parce que nous avons déjà ratifié le traité de Rome. Celles-là sont devenues sans objet. Il y a des recommandations que nous allons prendre pour notre compte, bien évidemment, avec le rapport que nous ferons. Nos institutions respectives et celles qui sont concernées au plan interne vont devoir s'appliquer à pouvoir les rencontrer si possible, mais il y en a qui sont inacceptables.
tout simplement parce que nous estimons, nous aussi comme pays souverain, qu'aucune légitimité ne peut conditionner notre survie, la survie de notre État et notre souveraineté. Lorsque on vous dit qu'il faut remettre ici et maintenant le moratoire sur la peine de mort, ce moratoire, on ne l'a pas imposé. C'est nous, en toute souveraineté, qui l'avions adopté pour des circonstances qui ont été les nôtres. Et c'est nous également, en toute souveraineté, qui l'avons levé parce que nous estimons que la criminalité très très imbriquée, surtout dans les zones de conflits armés, ne permet pas que l'on n'ait pas dans notre législation des mesures aussi radicales pouvant dissuader à un niveau très élevé les gens qui se nourrissent au quotidien du sang des Congolais et du bien-être de chacun d'entre nous. Donc pour cela, nous pensons que c'est une mesure de souveraineté que nous allons devoir conserver. Mais ce que nous avons ici comme assurance et que nos partenaires ont avoué, c'est que depuis 50 ans, nous n'avons pas appliqué la peine de mort, bien que consacrée par notre code pénal, et ça, ils en sont très contents, c'est une chose, et que lorsque les circonstances particulières qui ont dicté l'adoption de ce moratoire seront passées, nous allons devoir examiner avec eux les possibilités de ratifier le protocole additionnel 2 du pacte des Nations Unies qui propose cette abolition de la peine de mort et que nous verrons dans quelle mesure cela nous servirait par rapport aux conditions qui sont les nôtres. Et donc ça, c'est une question que nous allons analyser. Encore que les recommandations qui sont formulées ici nous ouvrent aussi cette possibilité d'apprécier et de dire lesquelles nous prenons, lesquelles nous ne pouvons pas prendre pour autant qu'ils ne touchent pas sensiblement au noyau dur de droit de la personne. Il y a cette affaire de LGBT. Oui, nous, c'est revenu, mais nous devons savoir que l'universalité des droits de l'homme s'arc-boute assez bien avec le relativisme culturel qui veut que les droits soient plus fondamentaux lorsqu'ils rencontrent effectivement les cultures d'un peuple sur lesquelles on n'a pas le droit de marcher parce que c'est aussi l'un des droits de l'homme du noyau dur, le droit à jouir de sa culture, et que nous leur avons fait savoir que cette pratique n'était pas conforme à nos cultures et à nos foi. Actuellement, au Congo, nous sommes essentiellement chrétiens, musulmans et autres. Aucune de ces foi-là ne rencontre cette pratique, mais qu'à cela ne tienne, la partie congolaise a rassuré que il n'y avait pas d'obsession à maltraiter de personnes, bien que de manière illégale, qui s'est livrée à cela. Pour ce moment, nos lois sont plus ou moins silencieuses et tolérantes. Donc, il n'y a pas à se lamenter là-dessus. Ici, tout le monde sait que chaque peuple a ses cultures que chacun doit respecter en tant que tel. Est-ce que la situation de l'Est dans le pays ne constitue pas un handicap dans l'avancement des droits de l'homme, notamment les droits à la protection des droits de l'homme, notamment les droits des femmes, les droits des enfants qui sont recrutés comme des enfants mineurs, des droits des femmes qui sont violées? Est-ce que ça ne constitue pas un grand handicap? Bien sûr, c'est une situation pendant laquelle, on le sait, d'abord que nous avons des mesures exceptionnelles qui ont été adoptées. C'est des mesures dont l'application nécessite parfois, et y compris la mise entre parenthèses de l'exercice de certains droits de l'homme, bien entendu. Et notre article 61 de la Constitution est précis là-dessus parce qu'il sanctuarise tout de même une certaine catégorie de droits qui, en toutes circonstances, ne peuvent pas être enfreints par rapport au fait qu'une mesure comme l'état de siège a été adoptée. En même temps aussi, dans une situation de conflits armés, il faut s'attendre à tout prix que les droits les plus essentiels qui constituent le socle de la dignité humaine soient parfois touchés. C'est une guerre que nous n'avons pas sollicitée, nous est imposée. Notre effort comme mère patrie, c'est de tout faire pour que nos compatriotes qui vivent cette situation soient au maximum protégés et que leurs droits soient au maximum protégés. Mais ce n'est pas le même vœu avec l'agresseur rwandais qui nous fait la guerre
qui utilise exactement ces violations des droits de l'homme comme une arme de guerre, entre autres les viols de nos mamans et les mineurs et tout ce qu'ils font là-bas pour tenter de peupler des régions qui doivent se mettre à l'exploitation minière et à la transplantation de populations rwandaises dans un vœu de conquête territoriale. Donc, nous faisons ce que nous devons faire comme pays et ça, nos partenaires ici l'ont compris. Et il y a beaucoup de choses, vous avez constaté, qui ne passaient pas très bien dans l'opinion internationale parce que le Rwanda, pendant plusieurs années, a fait du marchandage avec les prétendus messages de haine, discours de haine, qu'il a à toute étape, en toutes circonstances, ressassé ici et que nous avons, nous, la MONUSCO qui vit avec nous depuis 20 ans sur ce territoire-là, elle n'a listé aucun discours de haine. Et ça, tout le monde commence à le comprendre ici, contrairement à hier où le Rwanda avait seul ce champ ici pour venir s'exprimer et qu'il n'y avait pas de répondants. Aujourd'hui, ils trouvent que le Congo est à sa place et que chaque fois qu'ils ont tenté de revenir avec ce fameux discours de haine, les gens leur ont dit qu'il n'existe nulle part. Et que hier, nous avons aussi eu l'occasion de leur poser la question de nous en fournir la moindre preuve. Et nous pouvons discuter pour autant qu'on ne nous dit pas où est-ce que c'est vu ce discours de haine. Nous n'avons pas à nous intéresser là-dessus. C'est une des recommandations que certaines délégations avaient tenté de formuler. Vous avez vu qu'après, ils l'ont presque retiré parce qu'ils ont eu des preuves qu'il n'y a pas de discours de haine au Congo. Ici à Genève, les choses se passent plutôt bien. Vous êtes bien défendu en tant que pays. Les différents intervenants ont donné tous les aspects de l'évolution des droits de l'homme dans le pays. Alors, aussi, sur place aujourd'hui dans le pays, c'est l'actualité, on va se le dire, reste focalisée aussi sur la question de la révision de la Constitution. Lors de son récent séjour à Kisangani, le président de la République l'a dit ouvertement qu'il, lui, trouvait nécessité de réviser la Constitution pour des raisons qu'il a évoquées à la population de Kisangani. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, changement ou modification, révision de la Constitution. D'abord, changement ou révision de la Constitution? Bon, l'un ou l'autre, rien n'est interdit par notre Constitution. C'est ça qu'il faut retenir en premier. La Constitution elle-même, elle prévoit qu'elle doit être révisée. Elle a même désigné dans la République les autorités habilitées à la réviser, en commençant par le Parlement de la République dont je suis membre, et puis il y a des révisions que la Constitution elle-même consacre et elle fait appel à la décision souveraine du peuple congolais, par exemple des décisions relatives à l'annexion, à l'adjonction du territoire national. Donc, révision ou changement, rien n'est interdit par notre Constitution. C'est là que moi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ce genre de débat, qu'il faut observer avec responsabilité. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce qu'il faut réviser la Constitution, il faut changer la Constitution? Je crois que vous êtes de chevalier de la plume et vous en savez un peu plus. Le chef de l'État s'exprimant sur cette question, il a bien annoncé que dans les jours qui viennent, il va devoir mettre en place une commission qui va analyser la Constitution actuelle et ses multiples applications pour voir quelles sont les recommandations que la commission peut formuler. Jusque-là, je crois que c'est ça que le chef de l'État a prévu. Et lorsque l'année prochaine, il va mettre en place cette commission, qui est en fait son pouvoir, parce que la Constitution lui donne non seulement comme fonction président de la République, il est aussi le chef de l'État. C'est deux fonctions différentes. Lorsqu'il est président de la République, il est dans le jeu du fonctionnement des institutions et d'articulation des institutions. Lorsqu'il est chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et en cette qualité, il est seul qui a ce droit de devoir prendre ce genre d'initiative, y compris la possibilité d'appeler le peuple au référendum pour se prononcer sur ce genre de questions. Parce que ça fait l'objet de la révision de cette même Constitution en 2011, lorsqu'on a trouvé qu'il n'y avait pas dans l'État une personne capable d'appeler au référendum et que la Constitution a été révisée pour qu'on reconnaisse au chef de l'État cette compétence-là. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui
faire d'un débat de civilisation comme celui-là, un débat de progrès comme celui-là, un tabou. Moi, je crois qu'il faut en parler. Donc, l'année prochaine, lorsque le chef de l'État va mettre en place cette commission d'intellectuels, où vous serez vous aussi comme spécialiste de la communication, les anthropologues y seront parce que chacun devra voir dans l'application de cette constitution qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les sociologues, les constitutionnalistes et tout le monde, parce qu'il a dit les intellectuels de tous les domaines, ils vont formuler des recommandations qui, si elles aboutissent à ce que l'on révise, on révise. Si c'est le changement qu'il faut, on change et tout. Comme ils peuvent dire que ce n'est pas opportun de le faire, moi je crois qu'il ne faut pas en faire un problème. Le débat dont vous faites allusion vient puisque pour la majorité des structures de la société civile, des organisations et même l'opposition voient dans cette idée de changer ou de modifier la constitution de la RDC une manœuvre dilatoire pour le régime en place, de donner accès, d'ouvrir un boulevard au président de la République pour s'offrir un troisième mandat et peut-être s'éterniser au pouvoir. J'ai dit que tout cela, la Constitution ne l'interdit pas. Si dans la modification, on l'interdit, dans le changement, on ne l'interdit pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est des possibilités. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit modification de la Constitution, les gens montent sur leurs chevaux. La Senko a parlé, tel a parlé, c'est bien. Mais cette Constitution, si on doit parler de la modification de la Constitution comme un sujet tabou, on l'a modifiée en 2011. J'insiste qu'on l'a modifiée, y compris dans ces articles intangibles. Parce que nous sommes avec vous ici, on dit en l'alinéa 3 de l'article 220 qu'aucun changement ne peut porter sur les pouvoirs des provinces et des entités territoriales décentralisées. L'un des pouvoirs des provinces, c'est d'élire le gouverneur et de le démettre, qui est un pouvoir exclusif de l'Assemblée provinciale, selon que nous l'avions consacré par cette Constitution. En 2011, on a permis que le chef de l'État révoque le gouverneur. Alors, qui vous dit que l'article 220, par exemple, lui a dit qu'on peut le modifier en partie et non en une autre partie? Nous n'en sommes pas encore là. Moi, je pense qu'il faut que les gens s'apaisent. Le chef, dans son rôle de garant du bon fonctionnement d'institution et dans celui d'arbitre des conflits institutionnels, a prévu qu'en 2025, il va devoir mettre en place cette commission-là. Parce que si vous observez, les lois, en fait, ne sont que ce que les juges en disent. C'est ce que nous, juristes, nous avons appris. Et lorsque vous voyez l'interprétation de cette constitution selon l'évolution du comportement du juge, vous allez vous réaliser qu'il y a des choses qui n'ont pas plu à notre peuple. Premièrement, la Constitution a été modifiée en 2011 dans le sens qui n'était pas initialement convenu ou conçu par le constituant. Deuxièmement, vous avez vu qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, par exemple, elle réforme les jugements du Conseil d'État et de la Cour de cassation en se référant bien sûr à la Constitution, parce que elle, lorsqu'elle a décidé, il n'y a pas de recours. Et maintenant, lorsque vous lisez dans ses attributions constitutionnelles, il n'y a pas ce rôle d'être le juge réformateur de décisions d'autres juridictions. Il est peut-être le juge, il est plutôt le juge arbitre des conflits de compétences entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Mais la Cour constitutionnelle l'a fait. C'est une évolution notable. Et lorsque vous voyez l'arrêt Matata, et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. L'arrêt Matata, la Cour dit qu'un dirigeant, quelqu'un qui a exercé des fonctions au rang de Premier ministre ou de Président de la République, ça peut aussi d'ailleurs être étendu, mutatis mutandis, aux ministres et aux autres. La Cour dit en substance que celui qui a exercé les fonctions comme Premier ministre, s'il a détourné l'argent, même si c'est $1 milliard, lorsqu'il a quitté les fonctions, il ne peut pas être jugé. Et la Cour le dit, se fondant sur les articles 164 et 167 de la Constitution. C'est pour vous dire qu'une Constitution qui consacre ce genre d'impunité, elle est toujours une bonne Constitution. On ne peut pas la toucher absolument non. Je crois qu'il y a beaucoup de réflexions qu'il faut émettre sur cette Constitution. Moi, je suis parfaitement ouvert au débat sur cette question. Attendons les orientations
et que le chef de l'État devait donner quant à ce, nous allons devoir nous exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on en pense au sein de l'Union sacrée? Est-ce que c'est une initiative propre à l'UDPS? Est-ce que tous les partis qui composent l'Union sacrée ont convergé vers l'idéal, l'option levée de modifier ou changer la Constitution? Qu'est-ce qu'on en dit au sein de l'Union sacrée? Est-ce que le débat a été ouvert? Écoutez, à l'UDPS, nous n'avons pas encore une option sur cette question parce qu'on n'a jamais discuté pour lever une telle option. Ce que je sais, c'est que nous avions refusé de participer au référendum qui a mis en place cette constitution que nous avions considérée comme un octroi. Ce n'était pas une constitution démocratique, c'était une charte octroyée par Joseph Kabila et les condominiums de belligérants à l'époque qui, machette et Kalachnikov à main, nous l'ont imposé. Nous avions, nous, à l'UDPS, promis que dès que nous serons au pouvoir, c'est l'un des cadeaux que nous allons offrir à notre peuple parce qu'il faudra qu'il s'exprime librement sur le texte fondateur qui le gouverne. Et nous avions promis que nous allons réviser la Constitution ou la changer. Ça, je crois que tout le monde le sait, ça a été dit, c'est officiel. Mais à l'étape actuelle, au niveau du parti, nous n'avions pas encore d'option levée quant à ce. Nous attendons les orientations que devrait nous donner le chef de l'État à l'issue des travaux de la commission promise. En ce qui concerne l'Union sacrée, moi je crois que l'Union sacrée, nous avons une charte qui consacre le chef de l'État comme institution suprême, comme organe suprême de l'Union sacrée, et que nous avons au terme de cette charte promis que chaque fois que l'autorité de référence de l'Union, la haute autorité de référence de l'Union sacrée qui est le chef de l'État se prononcera sur des questions de politique générale ou de politique sectorielle au sein de l'État, son opinion nous engage. C'est ce que nous avons convenu. Donc, il est clairement là compris que celui qui se sent membre de l'Union sacrée se reconnaît dans cette option levée par le chef de l'État parce que nous l'avons consacré comme visionnaire de l'Union sacrée. Il n'est vraiment pas de besoin que forcément que l'on se réunisse dans un autre cadre. Et je pense que ça peut ne pas faire l'unanimité. Les occasions vont s'offrir lorsque ça sera effectif pour que chacun se prononce par rapport à ça. Professeur Tshilumbayi, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview depuis Genève où vous êtes venu en mission officielle. Merci beaucoup, madame. Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur l'auditeur général des FARDC, chers collègues membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Les assises des États généraux de la justice me paraissent à tout le moins à cette troisième journée ou deuxième journée, parce que je les suis de très près, je n'étais pas là, je suis revenu pour y participer et activement. Je semble voir certains à côté. Permettez-moi de le dire dans le sens que on dirait qu'on est en train de se faire des attaques selon qu'on est d'un camp ou d'un autre, et même au niveau dans des attaques un peu personnelles. Je voudrais vous rassurer qu'en ce qui me concerne, il n'y aura aucune attaque. Je serai objectif, j'y réfléchis, je donnerai quelques pistes de solutions parce que les problèmes, il y en a. Là où il y a les hommes, il y a des problèmes. Et j'espère avec cela pouvoir contribuer à ce que le chef de l'État appelle la renaissance de la justice. Et moi, je surajoute la régénérescence de la justice. Alors, l'article 70 de la conclusion de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dit exactement ceci. Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
dans ses attributions. C'est clair. Mais l'article continue. Celui-ci, donc le ministre, dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Donc le même article est en train de définir quelle est l'autorité du ministre sur les magistrats. Il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le même article continue. Il exerce son pouvoir d'injonction, donc, il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, selon les cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. La loi est claire. Sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. C'est clair. Le ministre a un pouvoir réel d'injonction. Le leitmotiv de cette injonction, quand nous disons, nous allons dans l'exposé de motifs, est simple. Et moi, il y a quelque temps, je venais de prendre une instruction demandant aux magistrats de se saisir d'office de toutes les infractions qui se commettent à ciel ouvert. Il avait été constaté que le magistrat du parquet ne jouait plus son rôle d'être actif, qu'il attendait qu'on n'apporte pas devant lui une plainte pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement. C'était sous cet angle que le législateur en ce moment-là avait donné l'injonction, le droit d'injonction au ministre de la Justice pour que, à son niveau, dès qu'il constatait une léthargie ou des faits infractionnels pour lesquels aucune action publique n'avait été amorcée, de pouvoir donner l'injonction au parquet. Et ici, on parle du ministère public, le procureur général pour la Cour de cassation et le procureur général ou le procureur général près les cours d'appel. Là, ça ne fait pas débat. Si on pouvait s'arrêter à ce niveau-là, je crois que chacun tirerait les conséquences pour l'exercice de ses attributions. C'est l'article 70 de la loi organique portant organisation, le fonctionnement de l'exercice, en bref, les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Je voudrais aller plus loin. Les lois, celui de 2006 et celui de 2015 sur les statuts de magistrats sont clairs à leur tour. Il stipule que le magistrat du parquet est placé sous l'autorité hiérarchique de son chef. Alors, là, à me demander quel est réellement le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice. Au-delà de ce pouvoir d'injonction défini dans l'article 70, il y a aussi, pour nous qui sommes de la cassation, le pouvoir d'injonction qu'il fait au ministère public près la Cour de cassation pour interjeter le pourvoi en cassation. Et là aussi, c'est l'indépendance du magistrat du parquet lorsqu'il est saisi de pouvoir conduire la matière. Lorsque moi, sur injonction du ministre de la Justice, je suis saisi pour interjeter le pourvoi, je vois les moyens qui sont avancés. Et à la fin, si je trouve que les moyens ne sont pas cohérents, je prends le dossier, je classe ensuite et j'écris au ministre que, après étude, le pourvoi ne peut prospérer jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Et c'est dans la même logique et philosophie qu'au niveau de l'injonction faite au parquet, le ministre, il est clairement bien dit, se retire de l'exercice de l'action publique lorsque l'injonction a été donnée. Les gens voudraient, tel que je l'ai senti ici dans la salle,
ne sais pas qui est dans la salle, mais j'imagine que nous avons aussi des expatriés. C'est là aussi que nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas seuls pays sur cette terre. Et ce que nous faisons, ce n'est pas que c'est pour nous propres. Vous savez, dans ce pays, il y a eu, à un moment donné, le recours à l'authenticité. Et on est revenu sur ce recours à l'authenticité. Nous avons été dans un système unilinéaire, présidentiel en son genre. Nous sommes revenus sur ce système. Et à l'heure où la démocratie semble être le système de gestion de nos pays, mondialement parlant, je trouve écœurant parfois qu'on veut remettre ce qui est classiquement reconnu en cause et considérer que c'est devenu une tare. J'ai des solutions à proposer par rapport à l'exercice du pouvoir ou les pouvoirs selon qu'ils sont trois, les rapports qui doivent être régis entre eux. Et ici, il n'y a pas de thérapie magique. Le chef de l'État, en ce jour, se trouve être le régulateur des institutions parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Et il peut arriver qu'entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, un problème survienne. Le chef de l'État peut renvoyer à la maison le Parlement. Vous le savez, c'est constitutionnel. De la même manière, il peut, après avoir constaté de manière flagrante un dysfonctionnement, renvoyer à la maison le gouvernement. Vous savez. De même, pour le même fait, il peut renvoyer à la maison le pouvoir judiciaire. Donc le chef de l'État, c'est le régulateur. Je considère que le lui ou l'amener à présider un organe serait le remettre encore, parce qu'il serait président de cette institution-là, on lui donnerait un vice-président. Et vous voyez comment le gouvernement fonctionne. Il y a un premier ministre, mais le gouvernement, le chef du gouvernement, mais le conseil des ministres est présidé par le chef de l'État. Du profond de moi-même, je suggère que si l'on peut mettre ou introduire le chef de l'État dans le giron du Conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière que gérait le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef de gouvernement qui se trouve être le Premier ministre, qui serait le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce Conseil supérieur de la magistrature, et le chef de l'État, dans tous les cas, toutes les résolutions lui sont soumises. Celui qui nomme et révoque les magistrats. Et ça s'arrêterait là. Et là, on aurait cette indépendance du pouvoir judiciaire régulée au sommet par le magistrat suprême, le titre le dit bien, qui régulerait toutes les insuffisances qui seraient constatées au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Tangue kokio yo yo